Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. J'ai la pêche, on y va, le sommaire, c'est parti. Est-ce que vous avez, oui cette question, est-ce que vous avez déjà rêvé de bosser, oui c'est un peu familier, de bosser à la télé, c'est comme ça qu'on dit. Le Mag vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un cursus pour le moins inédit, créateur de contenu et innovation. À qui cela s'adresse, qu'est-ce qu'on y apprend, pendant combien de temps et surtout pour y faire quoi? On pose toutes ces questions à nos invités dans un instant. Une formation, vous allez le voir, professionnalisante, j'ai pris mon temps, sur un campus dédié, du côté de la Côte d'Azur, c'est pas mal. Opération qui embrasse la stratégie, l'objectif canonnaire, autrement dit, Cannes, place forte de la création et de l'entertainment. Attention, j'ai mis l'accent. Il y aura une loupe. Et je vous parle avec l'accent ou pas? Sans accent. Oh. Je vous parle d'une initiative qui transforme de jeunes spectateurs en contributeurs du monde du cinéma. J'essaie de te perturber, mais ça ne marche pas. Ben non, allez, ça ne marche pas. Sans froid, de marbre. Allons-y. Bonjour Benjamin Dubois. Bonjour. On est très heureux que vous passiez nous voir ici. Je suis Quand ravi. de passage à Paris. Je vous remercie pour l'invitation en tout cas. Voilà, l'azuréen qui monte, ça fait toujours plaisir. Ouais, Il y avait de la lumière, il est passé. Comment ça va? Très bien. Alors, je précise, co-directeur de ce très beau diplôme innovant dont on va parler dans un instant, c'est du coup la 3e saison, la 3e édition, comme on dit en français. Promo. 3e promo, Ouais. soyons précis. Head of Talent and Content Factory chez Banijay. Encore une fois, c'était juste pour mettre l'exemple. Banijay, pour ceux qui ne connaissent pas. Banijay, leader mondial indépendant de la production audiovisuelle. Voilà. Mondial, je l'ai dit. Donc, Mondial, groupe international. Koh-Lanta, On l'a dit. Banijay, enfin plein de formats. Oui, je pense qu'il faut plutôt citer des émissions qui ne sont pas Banijay. Dans ce sens-là, peut-être. On fait comme ça. Et on est en Skype avec aussi, regardez, pas mal d'invités. Matteo Treliani. Bonjour Matteo, merci d'être avec nous. Co-directeur du diplôme télé justement avec Benjamin, Content Creation and Innovation de l'Université Côte d'Azur, toujours en Skype avec Jean-Paul Aubert, directeur de l'école universitaire de recherche Arts et Humanité de l'Université Côte d'Azur. Bonjour à tous les deux. Et puis regardez en haut de votre écran, en haut à droite, il y a Emmanuel Roch. Bonjour Emmanuel. Vous êtes vous directeur des projets universitaires. Bonjour. Pour la ville de Cannes, Benjamin, je commence avec toi. En quoi ce cursus, ce diplôme, cette formation, elle est inédite? Elle est inédite parce qu'elle n'existait pas jusqu'ici. En fait, on a été les premiers à le lancer. Cocorico alors. Absolument. Elle est inédite puisque voilà, jusqu'ici elle n'existait pas. Il y avait sur le côté, alors on va rentrer un peu dans les détails. Oui. Nous on s'intéresse à la création de formats de flux. Donc ce qui ne on parle de télé pas, là. Hein. De télé, ce qui ne concerne pas la fiction. Voilà, en anglais on dit scripted pour la fiction et unscripted pour le flux. Donc tout ce qui ne fait pas appel à des comédiens, un script, etc. Donc des émissions de télé avec des candidats au sens large, même des documentaires. Donc si par exemple on regarde une émission et qu'on se dit tiens mais moi j'ai telle idée, pourquoi pas, tiens Survivor, enfin Survivor ou Koh-Lanta machin c'est super, mais moi aussi j'ai une mécanique de jeu mais j'aimerais avoir des conseils de professionnels, j'aimerais savoir comment ça fonctionne et pourquoi pas l'apporter à l'écran 10, 15 ans après, pourquoi pas, parce que des fois ça prend du temps. Ça peut prendre du temps, c'est une question de timing beaucoup. Dans ce cas-là, venez vous voir, venez visiter le site de la formation, venez vous inscrire, venez apprendre, parce que je pense que souvent on pense être créatif, on pense connaître les rouages du métier et savoir comment tout ça fonctionne, mais derrière il y a une connaissance du marché à avoir. Il arrive aussi souvent d'avoir une idée mais qui existe déjà à l'étranger sans pour autant le savoir, et donc voilà la raison de cette formation. Et surtout des besoins, parce qu'il y a de réels besoins, il y a un manque de créativité en télé sur le plan mondial. Je pense qu'on le voit, il suffit d'allumer la télévision et parfois on peut trouver que ça manque d'originalité. Voilà, il y a un petit manque de renouvellement, un manque de talent, et c'est pour ça qu'on est là. On va entrer dans le tête dans un instant avec Matteo, mais peut-être une question à Emmanuel Roch, qui est directeur des projets universitaires pour la ville de Cannes. Pour vous, ça faisait sens, c'était une évidence justement d'accompagner un tel projet dans une ville comme Cannes? Oui, absolument. Je vous remercie de me permettre d'expliquer pourquoi ça fait beaucoup de sens justement d'accueillir Banijay et donc ce diplôme universitaire qui a été créé. C'est parce que c'est tout simplement dans l'ADN et dans la vision de canonnaire que vous avez mentionné lors de vos propos introductifs. Et cette vision canonnaire donc qui a été développée par le maire de Cannes, David Lisnard, également président de l'agglomération Cannes Pays de l'Érins depuis 2014. Cette vision a été développée. Elle s'est concrétisée par un campus universitaire qui a ouvert en septembre 2021 et qui a été livré clé en main
par la ville de Cannes et l'agglomération, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et parmi les formations qui ont été accueillies, principalement Université Côte d'Azur, dont nous avons aujourd'hui 2 représentants que je salue, il figurait également ce projet avec Banijé, qui a d'abord commencé, mais il va en parler sans doute, et de toute façon mieux que moi, Benjamin, dans un instant, qui a commencé par des formations courtes, des chaires avec quelques étudiants, puis ça s'est transformé, professionnalisé en diplôme universitaire à partir de 2022. Donc on a eu une première convention quadripartite avec l'université, Banijé, la ville de Cannes et l'agglomération. Et cette convention quadripartite va bientôt être renouvelée. Et je crois ce qui est intéressant, ça montre que justement ce partenariat, il se pérennise, il s'inscrit dans la durée. Et donc, il est au service justement de cette vision canonnaire. J'en dis encore 2 mots pour expliciter ce que c'est. C'est avoir en gros tous les maillons de la chaîne de la création audiovisuelle sur un même territoire. Vous connaissez tous le Palais des Festivals et des Congrès ou des événements emblématiques comme le Festival de Cannes, mais bien d'autres, type les Cannes Lions, le MIPCOM, le MIPIM, etc. Chacun des champions mondiaux dans leur secteur sont diffusés ou ont lieu au Palais des Festivals. Ça, c'est un bout de la chaîne. Et ça commence par l'écriture de scénarios, de l'autre côté, au campus, avec des formations notamment proposées par l'Université Côte d'Azur. Et Banijé est une de ces formations avec une spécificité dont Benjamin a parlé il y a un instant. Donc on est très fiers, très heureux de pouvoir accueillir de telles formations et de reconduire notre partenariat avec l'université, Banijé et l'agglomération. Jean-Paul Aubert, directeur de l'école universitaire de recherche Arts et Humanités de l'Université Côte d'Azur. Quelle est la particularité justement de votre campus ? Notre école est basée sur 2 campus, le campus Carlone à Nice et donc ce nouveau campus Georges Méliès à Cannes. Et donc notre école en fait organise la formation et la recherche de la licence au doctorat en sciences humaines et sociales et plus particulièrement donc en littérature, en langue, en histoire, en philosophie, en information et communication, en culture et en art. Et donc depuis 3-4 ans, nous avons fait un effort particulier pour déployer toute une offre dans le champ des formations en audiovisuel, donc avec des licences, un master et plusieurs formations complémentaires, dont ce diplôme universitaire TV Content Creation and Innovation en partenariat avec Banijé. Je dirais que ce qui a aussi rendu possible l'existence d'une formation comme ce DU dont nous parlons aujourd'hui, c'est d'une part l'existence même du campus Georges Méliès en fait, qui nous offre les moyens de proposer aux étudiants des formations avec des installations sur des standards professionnels. Le campus Georges Méliès est un grand plateau de plus de 200 mètres carrés. Ce sont des studios de captation de son, des studios de montage, des studios de mixage, un plateau télé, des amphithéâtres parfaitement équipés, des salles de projection, un Creative Lab, enfin toutes les conditions matérielles pour que nos étudiants travaillent sur des qualités requises dans le monde professionnel. Et puis ce qui a également rendu possible cela, c'est, je dirais, un changement de paradigme au sein de notre école universitaire de recherche et au sein de ce qui était avant notre faculté, et le choix vraiment de développer des partenariats forts avec le secteur professionnel, les industries culturelles et créatives, et avec des entreprises comme le groupe Banijé, avec lequel nous sommes en partenariat sur ce diplôme. On adore notre plateau, on ne va pas vous le cacher avec Alix, mais on va peut-être venir faire quelques émissions chez vous. On va voir, on va gratter. Alix, avec plaisir. Oui, Mathéo, quels sont les profils de vos étudiants? Déjà, est-ce qu'il y a une tranche d'âge et est-ce qu'il y a des prérequis aussi pour intégrer la formation? M'intéresser. On cherche des profils d'étudiants qui va
bac au bac plus 3 jusqu'au bac plus 4 et même des réorientations qui viennent du monde professionnel. Donc, comme le dit souvent Benjamin Dubois, qui est au plateau chez vous, en fait, il n'y a pas de limite ni en âge pour ce qui concerne la création. Et donc, en fait, on essaye de trouver tous les profils qui sont les plus créatifs et qui sont évidemment intéressés au monde de l'audiovisuel. Alors, comme on disait tout à l'heure, nous, on s'intéresse au format télévisuel unscripted, c'est-à-dire au format des flux, et donc non aux séries télévisuelles. Et souvent, on remarque que nos étudiants en licence, par exemple, sont particulièrement intéressés pour devenir auteurs ou scénaristes d'une série télévisée, comme celle que l'on regarde sur Netflix, et ne pensent pas tout de suite à la possibilité d'aller travailler dans tout ce qui fait en fait les principales de ce qui est diffusé à la télévision aujourd'hui, c'est-à-dire les formats non scriptés. Donc il peut y avoir une appétence, un intérêt pour ces formats-là que l'on relève dans les profils qui nous intéressent, mais de l'autre côté, il peut y aussi avoir des profils qui sont par exemple intéressés au cinéma traditionnel et qui finalement découvrent qu'il y a d'autres secteurs de l'industrie audiovisuelle où on fait de la création, comme aussi la télé-réalité, l'infotainment et toutes ces émissions dont Banijay est un leader mondial. Donc pas vraiment des limites dans la création. Benjamin Dubois, dans quelle mesure il y a une dimension internationale? C'est-à-dire que, comme tout ce qui se fait à Cannes, justement, c'est international. Alors pourquoi Cannes? C'est parce que Cannes, déjà, il y a la notoriété sur le plan international. Il y a aussi, surtout, la ville qui héberge depuis des années le MIPCOM, qui est le marché international des programmes, des formats télé, qui est le plus grand marché mondial. C'est à Cannes que s'est vendu, par exemple, Survivor. L'émission Survivor a été créée par un Anglais qui n'a pas réussi à le vendre dans son pays il y a un certain nombre d'années. Il y a 30 ans, qui est parti... pas loin en plus. Hein, qui est parti ensuite aux États-Unis, qui a passé un accord avec Disney, un accord de développement, on va dire, un peu plus poussé. Et finalement, Disney, au dernier moment, après avoir payé toute une Bible, etc., a dit bah non, on préfère pas y aller, on va pas prendre le risque. Et du coup, ce garçon est revenu avec sa Bible sous le bras, est allé au MIPCOM à Cannes et a rencontré des diffuseurs d'une toute petite chaîne suédoise et il a réussi à conclure le deal. Et c'est là où Survivor, à l'époque Expédition Robinson, a vu le jour pour la première fois sur une petite chaîne suédoise et derrière est devenu le succès mondial qu'on le connaît, avec plus de 70 adaptations différentes, enfin, sur 70 territoires. C'est devenu le hit international et aujourd'hui tout le monde rêverait de créer le prochain Survivor, le prochain Koh-Lanta. Non, je voulais juste revenir par rapport à ce métier en particulier. Effectivement, quand on regarde un film au cinéma, quand on regarde une série, on sait qu'il y a un scénariste, une équipe de scénaristes qui ont planché sur le scénario, sur le script, etc. Quand on lit un bouquin, on sait qu'il y a un écrivain qui s'est cassé la tête pour trouver une histoire intéressante et derrière écrire un bouquin. Quand on regarde une émission à la télévision, quand on joue à un jeu vidéo, on pense pas, ou même quand on joue à un jeu de plateau, un board game à risque ou à Monopoly, etc., on pense pas qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête à imaginer des règles, à imaginer un concept, à développer tout ça. Une mécanique, bien sûr. Une mécanique. Et donc, c'est un métier dont on ignore qu'il existe. Et pour autant, il y a de vrais besoins, il y a de réelles opportunités. Vous le saviez, vous, quand vous avez commencé le métier, que justement il existait ce métier? Moi, j'ai commencé en production, donc dans la fabrication même. Mais ce qu'on connaît dans le parcours et dans la vie d'un format TV, c'est quand on le voit, c'est sa diffusion, donc c'est quand on le voit à la télévision. On sait qu'avant ça, pour être diffusé, il a fallu qu'il soit tourné, donc pré-produit, post-produit, monté, livré à la chaîne et diffusé. Mais avant ça, on ignore que pour ça, il faut qu'il ait été conçu, pitché à une chaîne, vendu, pour ensuite partir en production. Donc en fait, c'est le tout début du maillon, le premier maillon de la chaîne. Mais c'est un métier qui est très peu connu, très méconnu et qui gagne à être connu. Et les Français sont bons d'ailleurs en termes de créativité. Les Français sont très bons en termes de créativité. Les Anglais et les Néerlandais sont un peu plus reconnus parce qu'en fait, je pense que les chaînes dans ces pays-là osent plus et sont moins frileuses à mettre de la nouveauté à l'antenne. Mathéo, il y a un savoir-faire français justement quand on parle de création de contenu, d'innovation et notamment en ce qui concerne les jeux? Certainement, je pense que Benjamin, qui est chez vous, peut le démontrer. Ce n'est pas un hasard si Banijay est un leader de la production français.
je pense que les savoir-faire ne se trouvent pas juste effectivement dans la création, dans la conception, mais se trouvent dans toute la chaîne et donc dans la capacité en fait de présenter un ensemble d'environnements qui sont favorables à la création. Et donc de ce point de vue, je pense qu'on est bien placé justement à Cannes pour cela, parce qu'effectivement l'effet d'avoir par exemple les marchés où on voit comment la création des industries créatives s'évend, s'achète et s'évend, justement comme dans un marché, fait partie de ces éléments en fait qui favorisent la filière, qui favorisent l'ensemble de l'environnement et de l'industrie. Et ce n'est pas un hasard si donc les MIPCOM se trouvent à Cannes aujourd'hui. Et même si le MIP TV est parti à Londres, il reste quand même pas mal de rendez-vous essentiels qui sont justement à Cannes, comme le marché du film, au festival et d'autres festivals comme le Festival international des jeux, les festivals de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des rendez-vous essentiels que, grâce au partenariat avec la ville de Cannes, nos étudiants ont la possibilité c'est des observatoires privilégiés où les étudiants ont la possibilité de voir l'industrie en train de se faire et savoir les regarder à travers l'œil en fait des disciplines universitaires qui leur permettent en fait d'avoir les clés pour comprendre cet environnement est quelque chose de vraiment extraordinaire dont on peut profiter ici au campus Georges Méliès. Et la partie théorique a bien évidemment la partie pratique, on en parle dans un instant, juste après la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Aujourd'hui, Alix, tu nous parles de Regard jeune sur le cinéma, initiative d'Artes. Ah oui, piégé avec le S. D'Artes Jeunesse, qui transforme de jeunes spectateurs en contributeurs du monde du cinéma. Et oui, pour eux, le Festival de Cannes est un univers lointain. C'est précisément ce que l'initiative Regard Jeune sur le cinéma cherche à changer. Depuis 2016, ce dispositif offre à des jeunes venus de toute la France une occasion inédite, vivre Cannes de l'intérieur, avec une accréditation officielle, l'accès aux projections et même la montée des marches. Mais il s'agit surtout d'un tremplin culturel et éducatif. On écoute Sébastien Zanquetta, le coordinateur du projet. Regard jeune sur le cinéma est un dispositif qui est né sur les cendres du prix de la jeunesse, qui jusqu'en 2011 était un prix officiel remis par 7 jeunes cinéphiles lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Dès 2012, Patrick Baïda, le coordinateur national de l'époque, en accord avec le Festival de Cannes, a décidé d'ouvrir l'opération aux jeunes de toute la France âgés de 16 à 25 ans, avec pour but de les faire participer à un parcours cinématographique pendant toute la durée du Festival de Cannes. Un parcours qui se décline en 4 points. D'abord, une accréditation pour pouvoir accéder aux projections. Ensuite, un atelier parole et critique sous la forme d'un atelier de réalisation d'un reportage de type news, où les jeunes vont s'exercer au journalisme critique sur un film en sélection à la quinzaine des cinéastes ou alors à un certain regard. Et puis des rencontres professionnelles avec des professionnels du cinéma. Et enfin, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, donc une soirée de gala où ils ont l'occasion de monter les marches et de profiter d'une projection à la sélection officielle. L'objectif est de développer l'esprit critique des jeunes face au cinéma et aux images qui les entourent plus globalement, qu'ils ne soient pas de simples spectateurs passifs, que ce soit avec des outils, comme il en parlait, parole et critique, ou via les rencontres organisées avec des réalisateurs, des producteurs, des critiques. C'est avant tout l'occasion pour les jeunes en formation ou en quête d'orientation d'avoir un aperçu des métiers du 7e art et d'élargir leurs perspectives. Et cette initiative repose sur le constat que trop de jeunes restent à l'écart des grandes manifestations culturelles. Pourtant, le cinéma, on le sait, est un outil puissant pour comprendre le monde et s'exprimer. Jean-Paul, une question pour vous. Certaines de vos formations sont-elles accessibles à des jeunes qui n'ont pas facilement accès à l'industrie ou en tout cas à la culture audiovisuelle ? En fait, toutes nos formations sont bien sûr accessibles
aux jeunes titulaires d'un baccalauréat. Et donc nous menons tout un travail de communication, notamment auprès des élèves de lycée, pour leur présenter nos formations, pour leur donner envie de venir étudier sur nos campus, et également pour qu'ils connaissent mieux, en fait, à la fois nos formations et les débouchés en termes de métiers vers lesquels conduisent ces différentes formations. Emmanuel Roch, comment vous arrivez à draguer ces étudiants internationaux, si je puis dire? Alors, comment on arrive à attirer les étudiants internationaux, c'est ça? Oui, vous avez bien reformulé. Alors, en fait, la ville de Cannes, elle n'a pas d'action directe dans le fait de faire venir des étudiants de l'international. C'est plutôt l'université représentée par Matteo et Jean-Paul qui a notamment, par exemple, conclu un accord de coopération avec l'université d'Utah aux États-Unis, puis ils compléteront parce qu'ils ont évidemment d'autres accords de coopération. C'est d'autres écoles qui peuvent être présentes, comme l'ESRA, qui peut faire venir des étudiants de leur cycle de l'international. En revanche, la ville de Cannes, elle joue un rôle par l'attractivité de la ville en tant que telle. C'est un nom qui résonne. On a coutume de dire qu'après Paris, c'est la ville, quand on cite la France, qui vient en numéro 2, grâce évidemment au Festival de Cannes. Donc c'est plutôt autour de son aura, je dirais, que la ville de Cannes va faire venir des étudiants internationaux. Mais on y travaille également parce que justement, on cherche à développer soit de nouvelles formations, soit un nouveau campus à terme. Et donc la dimension internationale, elle est au cœur de ce développement à venir. Ça, c'est très clair. Benjamin, qu'est-ce qui est le plus difficile, effectivement, quand on pousse les portes de votre école? Parce que vous avez des étudiants, des élèves qui sont assez mûrs, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Oui, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais en même temps, c'est un métier qui ne connaissent pas vraiment. Ouais, c'est encore assez abstrait. Donc certains arrivent en disant, bon, de toute façon, moi je sais comment ça fonctionne, je viens juste me perfectionner. Et en réalité, c'est bidouillent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études de marketing avant, ou ils ont fait de Oui, ou parce qu'ils sont passionnés de leur côté, ils font du petit montage, ils bidouillent, et ils ont créé des petits formats, etc. Maintenant, ils ont leur petite chaîne de leur côté, YouTube, etc. Il y a pas mal de... Enfin, en tout cas, il y a plus de moyens d'expression qu'à une certaine époque. En revanche, il y a quand même... des bases à avoir, une connaissance, encore une fois, du marché sur le plan international qui est quand même très importante, et puis des réflexes créatifs à savoir adopter. Pourquoi c'est important justement d'avoir cette connaissance de ce qui se fait à l'international? D'une part, pour pouvoir s'inspirer, et d'autre part, pour éviter de perdre son temps à créer quelque chose qui existe déjà. Et ça, c'est souvent ce qui arrive. Voilà, donc après, vous allez me dire, oui, mais il y a des émissions qui se ressemblent. Oui, mais à un moment, il y a toujours un petit twist qui fait que le format est différent d'un autre. Des émissions de dating, il y en a beaucoup. Des émissions de dating avec plein de prétendantes pour un seul célibataire à la recherche de l'amour, il y en a beaucoup. Mais il suffit de ce petit twist différent qui font qu'un jour, on le fait passer pour un millionnaire qui ne l'est pas. La fois d'après, c'est juste le bachelor, etc., etc. Enfin, il y a plein de formats qui peuvent être différents, mais c'est important de connaître le marché, déjà d'une pour savoir de quoi on parle, pour pouvoir repérer une tendance avant qu'elle devienne une tendance et d'être donc dans le bon timing pour pouvoir proposer un nouveau format basé sur cette tendance, pour plein de raisons en fait. Et qu'est-ce qui fait un bon créatif en télé? Qu'est-ce qui fait un bon créatif en télé? Allez, faut se mouiller. Moi, en fait, faut se mouiller. Est-ce qu'il y a des critères objectifs? Le bon créatif, c'est celui qui saura s'inspirer de tout pour pouvoir le transformer en un format. D'une discussion qu'il a pu avoir avec quelqu'un, d'un film qu'il a lu, d'un article qu'il a entendu. C'est une machine à idées, quoi. C'est une machine à idées. Voilà, un créatif, c'est pas quelqu'un uniquement capable de faire une jolie présentation d'un concept qui est déjà partiellement développé par une équipe. C'est quelqu'un capable de passer la porte du bureau tous les matins en disant hier j'ai vu tel film à la télé, ça m'a fait penser à un truc, on pourra en faire un jeu, etc., etc. Voilà, ça c'est un vrai créatif. Donc c'est un créatif, c'est savoir avoir l'esprit on ne peut plus ouvert, pouvoir absorber tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente au quotidien pour pouvoir derrière s'inspirer et derrière créer. Matteo Treleiani, on l'a dit, il y a bien sûr la théorie, il y a aussi l'aspect pratique, bien évidemment. Vous avez des intervenants. Quel est leur rapport justement dans votre cursus et comment vous les sélectionnez? Je posais la question à Matteo, mais je ne sais pas si c'était plus à Benjamin. J'ai hésité. En fait,
intervenants, c'est des intervenants professionnels qui sont donc sélectionnés avec Benjamin et qui viennent essentiellement des banijay ou d'autres producteurs et acteurs de la télévision à l'international. Et l'autre moitié sont essentiellement des chercheurs. Donc je pense que c'est important de mettre l'accent sur la recherche. Donc on a TV Content Creation and Innovation. Donc si la création, la créativité est quelque chose qui se développera essentiellement dans le travail avec les professionnels, dans les pratiques professionnelles pour comprendre comment dans les environnements on peut créer de nouveaux contenus sur la base des existants. De l'autre côté, il y a l'innovation. Et il n'y a pas d'innovation sans recherche. Donc, les intervenants que nous avons sont essentiellement des chercheurs dans les domaines de l'audiovisuel. Donc, il y a la sémiologie de l'audiovisuel, il y a la sociologie, l'histoire, les disciplines qui, depuis des dizaines d'années, ont su créer un regard capable de nous donner des clés pour comprendre non seulement comment fonctionnent les choses aujourd'hui, c'est qu'un professionnel pourra bien nous expliquer, mais aussi situer en fait comment les événements et les phénomènes, les avancements qui ont lieu aujourd'hui en fait s'inscrivent dans la durée et aussi vont porter à des conséquences dans les futurs. Donc en fait l'environnement des médias est un environnement en bouleversement constant. La télévision n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ans, elle ne sera probablement pas dans 10 ans ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour savoir en fait s'inscrire dans cet environnement sans être bouleversé par les évolutions qui vont venir, il faut avoir cette prise de recul que la recherche peut nous donner. Par exemple, aujourd'hui, on a les grands bouleversements qui est donné par les intelligences artificielles génératives. Or, tous ceux qui ont fait de l'esthétique des médias ou de l'histoire des médias savent que les intelligences artificielles génératives s'inscrivent dans une continuité, dans une tendance qui, si l'on veut, peut être reconduite jusqu'aux, je dirais, aux années 30 et à l'arrivée de la reproductibilité technique. Donc ça, ces éléments-là, en fait, c'est la théorie, c'est les disciplines qui ont travaillé dans les secteurs qui peuvent nous les donner. Et grâce à ces bagages culturels, les étudiants peuvent être capables d'innover et donc de piloter les évolutions à venir et non seulement être portés par ces évolutions. On va apprendre à maîtriser l'IA ou pas? C'est important de maîtriser l'IA pour pacter notre job. Alors, maîtriser l'IA, alors non pas pour remplacer les créas, parce qu'on ne peut pas demander à ChatGPT de nous inventer un concept, parce que ce concept, pour des raisons juridiques, ne nous appartiendrait pas. Voilà, on n'aurait pas le droit d'exploiter les droits de cette émission. C'est pour ça que ce n'est pas un métier qui est non plus en danger par rapport à l'IA, contrairement à d'autres. Mais en tout cas, pouvoir se servir et s'appuyer sur l'IA, les nouvelles technologies pour gagner du temps dans la production de trailers, pour pouvoir imaginer de nouveaux concepts qui incluent une partie un peu innovante avec des nouvelles technos, etc. Au contraire, on est très friand de ça, et c'est la raison pour laquelle on va aussi avec les étudiants au festival de l'intelligence artificielle qui se déroule à Cannes, au salon de festival des jeux, etc. Et grâce à ce partenariat avec la ville, au-delà de nous accueillir dans des conditions idylliques et optimales, il y a aussi le fait de pouvoir bénéficier d'accès privilégié. Les étudiants vont quand même au MIPCOM quand on sait qu'une accréditation au MIPCOM, ça a un certain coût pour les professionnels. On peut encore s'inscrire à 46 ans, c'est le mec intéressé qui fait ça, et qui fait son marché. Complètement s'inscrire. 46 ans, vous prenez? Il a quel âge le doyen aujourd'hui? La promo? On est à la 3e édition. Un petit peu plus jeune que moi, 47 ans, je crois. Allez ouais. Ah bah c'est bien. 47 ou 48. Ok. Voilà. Et non, juste pour les intervenants professionnels, côté banijay en tout cas, du fait de notre réputation et des bonnes relations qu'on entretient avec bon nombre de professionnels, il y a une volonté des professionnels aujourd'hui de transmettre une expérience, transmettre leur savoir, etc. avec la nouvelle génération. C'est important pour eux. Donc beaucoup me sollicitent en me disant voilà, j'ai entendu parler de la formation, j'aimerais pouvoir venir intervenir, donner une masterclass, etc. etc. Et par promo en général, côté professionnel en tout cas, on reçoit la visite et en visio et en physique d'une trentaine à quarantaine d'intervenants. Et pour s'inscrire, on fait comment, rapidement? On s'inscrit sur le site de l'université, TV Content Creation and Innovation, dans n'importe quel mode de recherche. Université Art Humanité, Université Côte d'Azur. Exactement, Université Côte d'Azur. Je vous ai un petit peu pressé sur la fin.
Mais c'est normal, parce que, on adore dépasser. Et on a encore dépassé. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup pour l'invitation. À toi, Benjamin Dubois, Head of Talent and Content Factory chez Banijay. Un grand merci à Matteo Treleani, Jean-Paul Aubert et à Emmanuel Roch pour leur expertise et pour leur témoignage. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Alix se retrouve bien évidemment demain. À demain. Ciao.